Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Comme chaque mois, nous nous retrouvons en direct sur l'antenne de TF1 dans l'espoir de recueillir de nouveaux témoignages qui pourraient relancer des enquêtes actuellement dans l'impasse. Voici tout de suite le sommaire de cette 29e édition de Témoin numéro 1. Julie et Mélissa, elles avaient 8 ans. Elles ont été enlevées tout près de chez elles, en Belgique, au cours d'une balade en vélo. C'était le samedi 24 juin 1995. Depuis, leur famille remue ciel et terre pour les retrouver. Patricia vivait à Toulouse. Cette jeune femme de 29 ans venait de divorcer. Elle voulait refaire sa vie avec un nouveau compagnon lorsqu'elle a été assassinée dans des circonstances mystérieuses. C'était en octobre 1992. Philippe avait 14 ans. Ce lycéen sympathique qui faisait les 400 coups dans son village alsacien a été retrouvé dans le coffre d'une voiture volée. Avait-il rendez-vous avec son assassin? Savait-il quelque chose de si important pour qu'on décide de le tuer? Ceux qui possèdent les clés de ce mystère vont-ils se décider à parler? Et puis, avec Patrick Menet, nous évoquerons également un fait divers que tout le monde a gardé en mémoire, puisqu'il s'agit de ce que l'on a appelé le casse du siècle, le casse de la Banque de France à Toulon. Oui, c'était le 16 décembre 92. En quelques minutes, une vingtaine de gangsters ont emporté 15 milliards de centimes. Cet argent n'a jamais été retrouvé, mais on a arrêté une vingtaine de gangsters. Parmi ces gangsters, supposés, un homme, Jean Carry, se déclare innocent. Pour que la justice accepte son alibi, il a besoin ce soir de retrouver les témoins qui, le jour et à l'heure du hold-up, l'ont vu ailleurs, dans une autre ville, dans une salle d'attente d'hôpital. Si ce soir, cet homme ne retrouve pas ses témoins, il risque 20 ans de prison. Nous lancerons également ce soir un nouvel appel concernant une affaire que nous avions déjà évoquée dans Témoin numéro 1 il y a maintenant 2 ans et demi. Il s'agit de la mort d'une lycéenne de 16 ans, Evelyne Boucher. Nous avions lancé cet appel en novembre 93. L'émission a permis d'innocenter des proches de la victime qui avait été à un moment suspectés, mais à ce jour, on n'a pas réussi à identifier l'assassin. C'est pourquoi ce soir, nous refusons de renoncer et avec la mère d'Evelyne, nous allons reprendre cette enquête et explorer une nouvelle piste. Voilà, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Notre standard ouvre à l'instant à SVP au 49 99 88 88. Nous ferons des points réguliers avec Patrick Menet tout au long de l'émission. Je vous rappelle également que l'anonymat de toutes les personnes qui appellent est garanti et que les fiches que nous recevons sont transmises exclusivement aux magistrats qui sont concernés donc par les affaires que nous évoquons. Voilà, tout de suite donc le début de Témoin numéro 1 avec notre premier dossier. Ça fait maintenant 10 mois, à quelques jours près, que Julie et Mélissa ont disparu. C'est une affaire qui a bouleversé la Belgique et on peut le dire également l'Europe entière. Ce soir, les parents de Julie et Mélissa sont ici à Témoin numéro 1. Nous allons lancer ce soir un certain nombre d'appels. Je tiens à dire tout de suite que si la Belgique se mobilise, la France va également tenter donc de le faire ce soir. Et cette émission a été préparée en concertation bien sûr avec les familles de Julie et Mélissa et aussi avec les autorités judiciaires belges, la juge d'instruction chargée de cette affaire et la police également de Liège qui se sont engagés à exploiter toutes les informations qui pourraient nous arriver ce soir. Ma première question, elle est très générale, mais c'est la question que tout le monde se pose. Comment tenez-vous les uns et les autres, comment tenez-vous le coup depuis ces 10 mois? Comment l'avez-vous vécu ces 10 mois? D'abord, c'est l'espoir qui nous fait tenir le coup. L'espoir d'en fait de les retrouver. Ce qui nous aurait aidé beaucoup, ça aurait été de pouvoir participer à l'enquête, à savoir ce qui se fait, ce qui arrive, ce qui se passe dans l'enquête. Hélas, on n'est pas tenu au courant et ça nous aurait beaucoup aidé. Mais à côté de ça, il y a eu un énorme élan de solidarité et ça nous aide beaucoup, encore maintenant. Et pour vous, bien entendu, il est impossible de refuser, de renoncer un jour. Notre moteur, je vais dire, c'est de l'espoir de les retrouver vivantes. Et dans cette hypothèse-là, on ne peut pas baisser les bras. C'est tout simple. Bien sûr. Alors j'espère que ce soir, les téléspectateurs qui regardent cette émission, que ce soit en France ou en Belgique, pourront, ou ailleurs en Europe, parce que TF1 est vu dans quand même pas mal de pays limitrophes, pourront vous aider concrètement. Je vous propose tout de suite de revenir sur cette affaire dramatique, sur le portrait de ces 2 petites filles et sur les conditions dans lesquelles elles ont disparu. À 8 ans, Julie et Mélissa étaient 2 petites filles forcément sans histoire. Elles étaient les meilleures amies du monde et se connaissaient depuis la maternelle. Julie habitait Flémal, Mélissa Grasselogne, 2 communes à 10 km de Liège. Toutes 2 partageaient une passion commune pour la danse, mais elles avaient chacune un caractère bien distinct. Il y avait Julie la vive et Mélissa la discrète. Elle est douce, elle est câline,
Elle aime bien rire, elle aime bien danser, elle est tendre. Enfin, comme toutes les petites filles, je crois. Enfin, comme tous les papas voient leur petite fille, plutôt. Mélissa est une petite fille très douce, très affectueuse, intelligente, ça sûrement, très bonne élève à l'école, mais très sensible aussi, très sociable avec les enfants, mais peut-être plus discrète avec les adultes, plus réservée, mais vraiment avec les enfants, elle était vraiment très bien, elle jouait, elle avait qu'une envie, c'était de jouer, danser, chanter, s'amuser, vraiment pleine de joie de vivre. Et une enfant. Petite fille, une enfant. Ma petite fille Julie, c'est une petite fille pleine de vie. Elle resplendit de vie, elle est vive, elle est remuante, elle est un peu taquineuse, mais un cœur d'or. Elle ne tient pas rancune, elle a le... Non, c'est vraiment quelqu'un de fort sociable, pas rancunière du tout. Une gentille petite fille, adorable, tout. Elle aimait la natation, elle aimait la danse. Elle était pleine de vie. Allez, là, dis-donc. Est-ce qu'on vient? Pour les petites, le samedi 24 juin 1995 s'annonçait comme un samedi ordinaire. À 15h, la maman de Julie, Louisa, dépose sa fille chez Mélissa Russo, où elle doit passer l'après-midi. Julie, fatiguée par une semaine de contrôle de fin d'année, attend avec impatience ses premiers moments de liberté. Il fait chaud ce jour-là à Grasse-Sologne. Les petites ne tiennent pas en place et décident d'aller faire un peu de vélo près de la maison. Elles s'occupent ensuite à dessiner et à jouer. En-dessous du 6. Vers 17h, selon Karine Russo, la maman de Mélissa, elle demande la permission d'aller se promener jusqu'au pont qui domine l'autoroute, derrière la maison. Karine Russo accepte, mais elle leur confie une montre pour qu'elle soit impérativement de retour dans une demi-heure. À 18h, ne voyant revenir ni Julie, ni Mélissa, Karine Russo part à leur recherche sans succès. Elle est rejointe par Louisa Lejeune et son mari. Ma première réaction, j'ai couru dans tous les sens pour... j'ai cru à une mauvaise blague au départ. Donc, qu'elle se serait cachée quelque part ou qu'elle serait allée rendre visite à une autre famille. Et on a tourné, en vain. Dès 19h, les deux familles préviennent la gendarmerie. Un dispositif se met aussitôt en place. Pendant une dizaine de jours, pas un taillis, pas un fourré, pas une citerne autour de la maison des Russo n'échappe à la fouille des enquêteurs et des bénévoles. Malgré ces efforts, les résultats sont négatifs. Aucune trace des petites filles. C'est impossible que quelqu'un n'ait pas vu quelque chose. C'est impossible. Même que c'est une route qui n'est pas fréquentée, il y a du passage. Très vite, les enquêteurs parviennent, grâce au témoignage d'un couple, à déterminer la rue empruntée par les deux enfants pour se rendre au pont. Moi, j'ai regardé ma montre, il était 5h moins 10. Nous, on a continué à avancer. Et quand on les a croisés, elles nous ont dit bonjour. Puis alors, après, on ne sait plus rien. Sont-elles allées jusqu'au pont, comme elles l'avaient annoncé? Sans doute si l'on tient compte du chien pisteur qui, le soir même du drame, sent l'odeur de Julie sur ce pont et en contrebas, au bord de l'autoroute. Pourtant, un témoin affirme avoir vu une toute autre scène. Julie et Mélissa ne seraient pas allées jusqu'au pont. Avant d'y parvenir, elles seraient montées sans violence dans un véhicule de petite cylindrée de couleur foncée. On l'avait prévenu, mais je crois que de nature, elle est méfiante qu'un adulte, parce qu'elle passera des heures avec un enfant plus petit, comme ça. Avec un adulte, elle est plutôt méfiante, oui. Julie, je la connais à fond. Julie fait confiance à quelqu'un qu'elle aime bien et qu'elle a déjà vu et qu'elle l'apprécie. Elle lui fera directement confiance, même si ce n'est qu'une fois. Ça me porte à penser que, à mon avis, au moins une des deux petites, connaissait le ravisseur.
Si tel est le cas, la voiture a pu rapidement quitter les frontières belges. En effet, Liège n'est qu'à 25 km de Maastricht aux Pays-Bas, 40 km de l'Allemagne et à moins d'1 heure de la France. Des frontières pratiquement sans contrôle depuis les accords de Schengen. Alors il faut dire que depuis donc ces 10 mois, il y a une enquête de police qui a démarré, il y a des investigations judiciaires et puis il y a aussi votre combat, il y a tout ce qui se passe à travers la presse, les radios, les télévisions, on peut dire pratiquement dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de ce que vous avez pu glaner ici ou là, comme certitude ou comme indication depuis ces 10 mois qui peut me... Gino ? On n'a aucune certitude, tout reste ouvert. Le bilan est malheureusement négatif à l'heure actuelle et c'est bien là notre inquiétude. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que l'enquête a stagné depuis 10 mois. Ce n'est pas que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que l'enquête Julie et Mélissa manque d'éléments. Mais des éléments probants, des éléments qui mènent vraiment à quelque chose dont on ne peut pas dire qui en a vraiment eu jusqu'à présent. Alors, il faut dire qu'il y a évidemment quelques témoignages qui ont été évoqués dans le film qu'on vient de voir, et l'un des buts de cette émission ce soir pourrait être d'essayer de conforter tel ou tel de ces témoignages par d'autres, car plusieurs témoignages valent évidemment beaucoup plus pour une piste policière par exemple. Alors on reviendra tout à l'heure sur les questions que nous avons à poser ce soir, mais je voudrais dire aussi, j'ai évoqué donc à plusieurs reprises votre combat, vos actions dans les différents pays à travers la presse, la télévision, et c'est vrai qu'autour de vous, d'abord en Belgique, puis ensuite pratiquement dans tous les pays d'Europe où vous êtes allés, avec ces dizaines de milliers d'affiches qui ont été distribuées, il y a eu autour de vous un vrai mouvement de solidarité, comme en témoignent les images que nous allons voir maintenant. Dès le lendemain du drame, la population de Liège et de ses environs se mobilise auprès des parents dans la recherche des 2 petites filles. Une association, la BSL, Marc et Corinne, spécialisée depuis 92 dans ce genre de disparition, met en place immédiatement sa structure d'action et imprime une affiche avec le portrait de Julie et Mélissa. C'est ainsi que le dimanche matin, nous avons déjà pu couvrir toute cette zone liégeoise d'affiches, ce qui représente 5, 6, 7 000 affiches dans un premier temps. Par la suite, de nombreux bénévoles et des partenaires comme la Poste, les transports en commun, aident les parents et l'association à diffuser sur le territoire belge le portrait des 2 petites. Très vite, grâce à des actions individuelles, les affiches apparaissent également un peu partout dans le monde. J'ai été touchée et très sensibilisée, comme la Belgique entière d'ailleurs, par la campagne d'affichage qui a eu lieu juste après la disparition de Julie et Mélissa. Et je me suis demandé à un certain moment si je ne pouvais pas, quant à moi, pouvoir diffuser plus largement encore les avis de recherche. Je travaille pour une société qui commercialise tous les produits hors taxes. Je me suis dit que si je pouvais joindre chaque fois dans le sac d'emballage d'un alcool, d'un tabac, d'un cosmétique parfum, etc., une photo des 2 petites filles, je serais à peu près certaine qu'elles arrivent à destination, donc qu'elles sortent des frontières. Dès la première semaine du drame, les parents de Julie et Mélissa ont lancé via les télévisions européennes des appels aux ravisseurs et aux éventuels témoins. Des appels largement relayés par la presse internationale. À ce jour, ces appels n'ont donné aucun résultat. Ça nous a aidé à tenir, de savoir quand même que les gens s'inquiétaient quand même de nous, enfin, à travers nos filles, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul dans notre combat. Je voudrais, vous avez encore besoin de cette aide. Je pense qu'elle a beaucoup compté, donc comme on vient de le rappeler, c'est quelque chose qui a été un moteur pour vous. Oui, absolument. Elle a beaucoup compté, elle compte toujours énormément. Oui. Et vous sentez quand vous en avez besoin que les gens sont là pour vous aider en fait. Oui, pratiquement quotidiennement, on a toujours quelqu'un qui propose quelque chose, qui ne serait-ce qu'un soutien. Mais aujourd'hui par exemple, on était à cette émission, on a reçu des dizaines de coups de fil pour nous dire on vous encourage, on sera là. Et tout ça, ça nous soutient énormément moralement et on en a bien besoin.
Alors maintenant, nous allons, avec Patrick Menet, voir quelles sont, Patrick, les hypothèses que l'on peut formuler à propos de cette affaire, à commencer par la fugue. Alors, c'est vrai que les hypothèses, elles ont évolué. La première hypothèse, ça a été la fugue, mais c'est vrai que 10 mois après la disparition, eh bien aujourd'hui, on ne peut plus croire à la fugue. Deuxième hypothèse, l'enlèvement crapuleux. Il n'y a pas eu de demande de rançon. Les familles donc, de Julie et de Mélissa ne sont pas des cibles pour les malfaiteurs, donc on écarte aujourd'hui, malheureusement, aussi cette hypothèse. Alors, l'hypothèse qui reste maintenant, c'est celle de la piste d'un pervers sexuel. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on peut penser, comme son papa l'a dit tout à l'heure, que Julie et Mélissa connaissaient peut-être donc le ravisseur. La police a exploité cette piste, on n'a rien trouvé. Deuxième possibilité, Julie et Mélissa ne connaissaient pas au contraire le ravisseur. Alors pourquoi elle aurait suivi cet homme, ce pervers? Eh bien tout simplement parce que les pervers ont recours très souvent à des stratagèmes. Et là, ça nous rappelle un scénario, celui qu'on a connu en France avec l'histoire de Muriel et de Ingrid. Vous vous souvenez, ces deux petites filles, c'était en 91 dans les Pyrénées. Muriel et Ingrid ont disparu tout près de chez elles. On a retrouvé leur corps dans un ravin. Le drame avait bouleversé en fait la France entière et elles avaient été tuées par un pervers récidiviste qu'elles ne connaissaient pas. Et cet homme, pour qu'elles les suivent, eh bien cet homme leur avait demandé de les conduire à une cabine téléphonique. Et les deux petites filles n'avaient pas été méfiantes. Elles avaient effectivement conduit cet homme à la cabine téléphonique. Cet homme a été démasqué, il a été arrêté, il a été jugé. C'est un certain Vangeloven. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Alors là, ça, c'est la pire des hypothèses, celle à laquelle, bien sûr, on ne veut pas croire ce soir. Mais Julie et Mélissa ont très bien pu, ça prouve en tout cas qu'elles auraient très bien pu suivre quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas. Alors, il reste l'enlèvement, cette fois-ci, mais pour le compte d'un réseau pédophile, par exemple. Oui, alors c'est vrai, c'est l'hypothèse à laquelle donc, les parents se raccrochent aujourd'hui. Ils pensent que leurs filles ont pu être enlevées par un tel réseau. Alors en 96, en Europe, c'est vrai que ça paraît un peu incroyable a priori. Mais il faut dire aussi que les réseaux, bien sûr, ça existe. Et très récemment, à Bruxelles, eh bien, un tel réseau a été démantelé. Alors pour en savoir plus, nous avons enquêté sur ce réseau. Regardez cette enquête. Le démantèlement du réseau de pédophilie découvert à Bruxelles est presque un hasard. Au départ, le gardien d'un parking souterrain au centre-ville remarque un automobiliste au comportement suspect. En effet, cet homme vient fréquemment dans le parking à bord d'une Mercedes avec de très jeunes enfants. Il se livre avec eux à d'étranges jeux avant de repartir. Ce manège intrigue le gardien du parking qui alerte la police. À cette époque, il n'est pas encore question de réseau de pédophilie. Le conducteur, il avait l'air d'être type belge, tandis que les enfants, ils avaient plutôt l'air type enfants de pays de l'Est. Désormais, les policiers filment les allées et venues des voitures en espérant que le suspect tombe dans leur piège. Le 18 novembre 1995, au 8e sous-sol du parking, qui est toujours désert, on détecte en effet la présence de cet homme avec des enfants qu'il photographie nus. Nous avons visionné cette bande et nous avons effectivement constaté la présence de 4 gosses, 4 jeunes garçons, dont le pantalon était abaissé, le slip abaissé, l'un d'eux se masturbait. Et pendant ce temps-là, l'ignoble individu était occupé à les photographier. Voilà, c'est là que démarre véritablement l'enquête. Nous avions affaire à un pédophile. Ce sont des enquêtes très délicates, mais ce sont des enquêtes qui doivent être bien ficelées, très bien ficelées, car ce sont des gens malins. Nous avions une plaque d'immatriculation et c'est à ce moment-là que s'est mis en place un véritable dispositif de surveillance pratiquement quotidien. Cette personne est identifiée. Pour connaître ses faits et gestes, les enquêteurs mettent en place une importante filature, espérant remonter toute la filière. Cet homme ne le sait pas, mais il est traqué dans ses moindres déplacements afin d'identifier ses contacts. Nous avons commencé à déplacer certaines caméras pour obtenir certains angles à ce niveau-là, au moins 8. Le 29 janvier dernier, à 16h05, le véhicule revient au parking. Le personnel de surveillance est en alerte. Et alors là, nous avons eu la chance, le 29 janvier de cette année-ci, donc vers 4 heures. Le parking était occupé jusqu'au moins 5. De nouveau, une voiture qui descend au moins 8. Et là, il y a le contrôleur qui a vu des enfants dans la voiture. C'est à ce moment-là qu'il m'a appelé et j'ai tout de suite fait appel à la police. Et je dois dire, les inspecteurs étaient là 3 minutes après.
il y a eu une poursuite, arme au poing d'ailleurs, de la part de notre inspecteur, qui a réussi à le rattraper au moins 5. Le match est parti. Dans le coffre de la Mercedes, les inspecteurs ont découvert d'abord tout l'attirail d'un proxénète pédophile, c'est-à-dire un marchand de chair humaine, un marchand de gosses, puisqu'il a découvert un album de photos notamment avec 650 photos d'enfants nus, d'enfants étant occupés à des tas de gestes obscènes, puis l'agenda des clients. C'est grâce à cet agenda que les enquêteurs vont pouvoir remonter la filière. Plus d'une centaine de noms y figurent. Les perquisitions et les arrestations se succèdent. La majorité des clients sont des notables, des gens irréprochables, parfois mariés et pères de famille, qui n'hésitent pas à se faire livrer des enfants dans des hôtels discrets de la capitale bruxelloise pour assouvir leur perversion, la pédophilie. Plusieurs semaines d'enquête en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne seront nécessaires pour démanteler l'ensemble de ce réseau. Tous des pervers, de toute façon. Certains se satisfaisaient d'acheter des photos. Par contre, d'autres souhaitaient avoir des relations sexuelles avec les garçons et choisissaient leur petite victime dans l'album de cet individu. Déjà une vingtaine de victimes ont été identifiées. C'est bien que ce sont des gosses de 9, 10 ans, 14 ans, c'est-à-dire ils jouent tout seuls dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas vraiment de cellule familiale qui les encadre. Ce sont des gens déstabilisés qui vivent ici en Belgique. C'est pas leur pays. Ils viennent soit de l'ex-Yougoslavie, soit de l'ex-Allemagne de l'Est, ou soit de la Roumanie. Je veux dire, c'est tout ce coin-là de l'Europe d'où ils proviennent. Mais malheureusement, la famille, apparemment, ne s'en inquiétait pas beaucoup. En tout cas, je peux affirmer que ces enfants n'ont pas été kidnappés. Le gosse fait ça pour gagner de l'argent, principalement pour s'acheter son paxon de drogue. Dans d'autres cas, pour s'acheter des chaussures à la mode. C'est une organisation, si on veut, avec un souci de lucre. Mais dire qu'il y a des lieutenants, des chefs de bande, comme on a dans la drogue, ça, à mon avis, non. Cet individu est inculpé maintenant. Il se trouve d'ailleurs sous les liens du mandat d'arrêt. Ce sont plusieurs années de prison qui l'attendent en tant que pointeur. Et je lui souhaite bon amusement en prison, où les autres détenus, je crois, lui feront un chaleureux accueil. Alors vous l'avez entendu, 17 enfants seulement ont été identifiés sur les 650 qui étaient contenus dans cette espèce de catalogue trouvé au cours de l'enquête de la police belge. Et il faut dire que maintenant les enquêteurs ont devant eux un travail terrible, c'est de faire quasiment du porte-à-porte, d'aller d'école en Belgique et peut-être aussi dans les pays limitrophes pour essayer d'identifier chacun de ces enfants. Et d'ailleurs, nous lançons ici ce soir un appel à des jeunes qui pourraient avoir été victimes de ce réseau pédophile. Si vous avez été victime de ce réseau, vous pouvez prendre contact avec nous, bien sûr, ce soir. C'est très important pour l'enquête qui se poursuit. Mais encore une fois, je le répète, Patrick Menet, vous l'avez entendu, ces enfants étaient des enfants défavorisés, dont aucun des 17 en tout cas, n'a été enlevé. Alors c'est vrai qu'à ce jour, on n'a jamais réussi à prouver formellement qu'en Europe, il y ait des réseaux qui fonctionnent avec des enfants enlevés. Mais il faut quand même remarquer que ces réseaux ont des connexions internationales. Il faut savoir notamment qu'en France, très récemment, on a démantelé un réseau avec 1500 personnes. Il faut encore des personnes qui étaient généralement honorablement connues. Donc c'est quand même des organisations qui sont importantes. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Et dire aussi que dans le domaine de la pédophilie, eh bien, on a le sentiment, même si on en parle beaucoup, d'apprendre tous les jours quelque chose de nouveau, comme nous le rappelle d'ailleurs le président de la Ligue de protection de l'enfance. Un réseau de pédophiles part toujours d'une personne. Le pédophile agit seul au début. Il se contente de faire des photos, mais le pédophile a un besoin. Et ce besoin est de rencontrer d'autres pédophiles, d'abord pour se sentir normal, puisque la société le considère comme anormal. On refuse sa sexualité différente. Il va donc se retrouver dans un milieu où il sera considéré comme étant normal, et qui aura l'avantage aussi de pouvoir permettre l'échange de photos, de documents vidéo, et aussi de victimes. Donc les pédophiles ont la faculté de se retrouver facilement. Et un réseau s'étend relativement vite. À partir du moment où ce réseau est plus ou moins structuré,
il va s'étoffer. On va donc avoir des pédophiles qui sont des rabatteurs, qui rechercheront des enfants, d'autres qui feront des productions vidéo pornographiques, et enfin un réseau de distribution, parmi lesquels les pédophiles seront les premiers distributeurs, mais aussi des commerçants peu scrupuleux, tels des librairies, des magasins de vidéo. Le grand danger aujourd'hui, c'est aussi Internet. C'est un moyen pour les pédophiles de se retrouver. Il existe des moyens de cryptage extrêmement puissants qui permettent à deux personnes possédant le même code de se passer des photos via ce type de communication. Il existe aussi sur Internet des fichiers proposant aux pédophiles des enfants nus, garçons et filles, dans des positions totalement pornographiques. Ces images sont captables sur disquette, peuvent être sorties sur imprimante et peuvent ainsi assouvir toutes leurs pulsions. La parade est évidemment législative. Maintenant, est-ce que Internet n'est pas plus puissant que toutes les législations ? Alors en tout cas, cette enquête montre bien qu'il y a, comme le disait Patrick Monet il y a un instant, des réseaux internationaux et en tout cas des connexions internationales avec des gens dans tous les pays. Et encore une fois, on peut attirer l'attention de ceux qui regardent l'émission ce soir. Vous voyez beaucoup, et c'est volontaire, les photos de Julie et Mélissa. Les témoins peuvent se trouver partout. Ils peuvent se trouver en Belgique, ils peuvent se trouver en France, peut-être dans d'autres pays. Et c'est pour cela que vous avez voulu étendre votre action au plus grand nombre de pays possible. Jean-Denis Lejeune, vous par exemple, vous êtes allé jusqu'en Hollande et jusqu'en Espagne pour tenter de trouver trace éventuellement des enfants dans des réseaux pédophiles qui existent. Qu'avez-vous trouvé au bout de votre chemin? Je me suis rendu plusieurs fois à Amsterdam. Ça m'a permis de fréquenter, entre parenthèses, le quartier chaud. Nous sommes rentrés dans des sex shops, certains, parce que certains sex shops, je vais dire, étaient plus fermés à une fois qu'on abordait la question des enfants. Mais dans un sex shop, on m'a montré des photos, carrément des photos, pas un livre, des photos. Et on pouvait choisir, c'était des petits garçons qui avaient le petit garçon qu'on voulait, quoi. Et on vous disait carrément que en sélectionnant sur ces photos, vous pouviez entrer en contact directement avec l'enfant. Directement en contact avec ces petits enfants, oui. Et ces enfants étaient de quelle nationalité? Enfin, les nationalités étaient données dans ce catalogue? Non, c'était juste une photo, mais c'était des enfants blancs. Ils ne venaient pas des pays asiatiques. Je crois que c'était des enfants européens. Et vous avez également eu le même genre d'expérience du côté de l'Espagne, je crois? Non, en Espagne, on s'est rendu en Espagne aussi pour certains éléments. Et là-bas, je veux dire, c'était nettement moins dur. On en a profité pour aller notamment dans une grande garde civile, d'une grande ville, dans le sud de l'Espagne. Et malheureusement, quand on a demandé ce qu'il advenait de Julie et de Mélissa, il n'y avait aucune trace dans le fichier. Ça date à l'époque de novembre. C'est-à-dire que vous avez constaté par vous-même, disons, que les recherches policières internationales n'étaient pas très rapides et que donc les fichiers ne prenaient pas en compte la disparition de vos enfants plus de 6 mois après. Policièrement, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient juste au courant que par le biais des affiches et d'une émission TV que nous avions fait là-bas. Alors, vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Alors, nous allons maintenant demander à tous ceux qui regardent cette émission d'être particulièrement attentifs, car nous avons une série d'appels à lancer, des appels donc bien sûr derrière lesquels il y a beaucoup d'espoir, vous l'imaginez. D'abord, cet appel concerne évidemment la journée du samedi 24 juin 1995 à Grasse-Ologne, donc le village donc dans les environs duquel les enfants ont disparu. C'était entre 17h et 18h, mais les témoignages peuvent peut-être être postérieurs à ces heures-là. 17h, 18h, c'est le moment où elles sont parties, le moment où elles ne sont pas revenues. Donc, évidemment, il est très important, éventuellement, comme je le disais tout à l'heure, de trouver des témoignages qui peuvent conforter ce qui existe déjà. A-t-on vu les enfants seuls? Les a-t-on vus en conversation ou en discussion avec un adulte, un ou plusieurs adultes? A-t-on vu un véhicule? Se souvient-on de la couleur de ce véhicule? Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il est également très important, éventuellement, que des enfants, peut-être, ayant été en but aux avances d'adultes, circulant en voiture, dans la même période, puissent se faire connaître. Le deuxième appel concerne, et Patrick Monet va nous l'expliquer, concerne l'agenda de Mélissa.
Ah oui, c'est un agenda sur lequel on a retrouvé une phrase pour le moins énigmatique. Cet agenda, Mélissa l'apportait tous les jours à l'école. Et la phrase, visiblement écrite par un autre enfant, dit ceci: « Julie, on ira à 17 h au manège ». Alors la page correspond au jour de la disparition des deux petites filles, et 17 h, c'est l'heure approximative où elles ont quitté la maison. Quant au manège dont il est question dans ce petit message, c'est un club équestre situé près du domicile de Mélissa et pas très loin du pont où les enfants auraient pu disparaître. Alors pour le juge d'instruction, il est important de savoir qui a écrit ce petit mot sur l'agenda. Donc Julie, on ira à 17 h au manège. Que veut dire ce mot? Est-ce que c'est un rendez-vous d'enfant? Est-ce qu'il y avait quelque chose de projeté autour de ces manèges? Bien sûr, on attend des informations autour de cette phrase énigmatique. Voilà, j'ajouterais à ce que vient de dire Patrick Menet un autre élément, c'est que le document est passé un petit peu vite, donc peut-être que Rémi Gramac pourrait nous repasser la page de l'agenda. Ce qui est important, c'est aussi le graphisme, c'est-à-dire de voir que c'est on, plus loin ni, N-I, ra, R-A, donc ça peut peut-être faire penser à certains parents à la manière dont leurs enfants écrivent ce genre de phrases, et encore une fois le mot manège est écrit avec une faute d'orthographe, donc puisque c'est M-A-N-A-I-G-E. Voilà, je voulais simplement donc préciser cela avant de passer au troisième appel. Le troisième appel concerne une lettre dactylographie, une lettre anonyme qui est arrivée début juillet 1995 dans la boîte aux lettres d'un quotidien de Liège. Le rédacteur de cette lettre prétend s'appeler Farid. Il se dénonce dans cette missive anonyme comme étant l'un des auteurs de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Selon lui, il se trouvait lors de l'enlèvement à bord d'une voiture de couleur bleu foncé en compagnie de deux autres personnes dont il cite également les prénoms que je vous donne à la demande donc de la juge d'instruction chargée de ce dossier en Belgique, Aziz et Robert. Et selon Farid, les enfants auraient été conduits dans un premier temps dans un garage. L'auteur de cette lettre anonyme précise également qu'il a 19 ans et qu'il a une petite sœur. Alors, le contenu de cette lettre peut, bien sûr, s'il est réel, évoquer quelque chose pour l'entourage de ce Farid, s'il existe. S'il s'agit d'une plaisanterie, on a peine à prononcer ce mot d'ailleurs dans cette émission ce soir, mais s'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie, eh bien la juge, même si sa démarche peut paraître naïve, elle nous a demandé en tout cas de le relayer, eh bien, que l'auteur de cette mauvaise plaisanterie au moins se fasse connaître pour dire que c'était une mauvaise plaisanterie. Voilà, donc si on peut fermer cette piste, autrement dit, ce serait déjà une avancée dans l'enquête. Alors, on parlait tout à l'heure de l'affaire Van Geloven, j'en aurais terminé, Patrick Menet, mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est l'entourage de Van Geloven qui, alerté par son comportement, a pu en fait dénoncer ses agissements auprès de la police française. Voilà. Oui, permettre de résoudre cette affaire. Oui. Et c'est vrai que ce soir, notamment par rapport à cette lettre, peut-être que dans l'entourage, quelqu'un va reconnaître un proche et appeler, parce qu'il faut qu'on sache vraiment ce soir ce qui s'est passé, quelle que soit l'hypothèse. Voilà. Alors, je voudrais savoir si les uns ou les autres, vous voulez ajouter quelque chose ce soir. Vous voulez qu'on vous apporte un verre d'eau, peut-être? Non, est-ce qu'on peut apporter un verre d'eau, s'il vous plaît, pour Karine? Avez-vous quelque chose à ajouter, puisqu'on arrive presque au terme de ce dossier ce soir, en attendant les appels, bien sûr, madame? Je voudrais dire que toute personne qui sait quelque chose et qui s'est tue jusqu'à présent, qu'enfin elle le dise. On ne peut pas rester comme ça dans l'ignorance. On doit savoir, toute personne qui sait, ne serait-ce qu'un petit élément minime, elle doit le dire. Bien sûr. Alors, je vais d'ailleurs vous donner maintenant un numéro de la police de Liège. Il s'agit du numéro de téléphone de la police judiciaire de Liège. Alors, vous voyez le numéro s'afficher donc à l'écran. Si vous appelez de France, le 19 32, puis le 41 32 50 50. Je répète, 19 32 41 32 50 50, et si vous appelez directement de Belgique, à ce moment-là, il faut faire le 041, n'est-ce pas? 041 32 50 50. Vous pouvez donc entrer directement en liaison avec la police de Liège. Alors, cette affaire qui a bouleversé encore une fois toute l'Europe a montré également beaucoup de carences, ça a été dit tout à l'heure, dans les liaisons, on va dire, internationales des services de police ou de justice. Il faudrait créer des structures spécialisées dans les
les enlèvements ou dans les disparitions d'enfants. C'est en tout cas l'avis de Madame Anne-Marie Lisin qui est là ce soir. Madame, vous êtes sénateur, ancien membre du gouvernement de Belgique, et vous avez déposé une proposition de loi dans ce sens dans votre pays. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Bien, je crois que non seulement le cas que nous vivons pour l'instant, mais d'autres cas d'enlèvement, parfois simplement parentaux, montrent qu'il faut traiter tous les dossiers concernant les crimes à l'égard d'enfants d'une façon particulière et non pas comme on traite des enquêtes classiques. Parce que la dimension de temps, par exemple, et la relation avec les parents est quelque chose qui demande une énergie, mais qui doit être traité et qui aujourd'hui, par manque de temps, par manque de personnes, n'est pas traité. Donc nous voulons d'une part une cellule beaucoup plus large que les cellules d'enquête qu'on installe au moment chaud et puis qu'on laisse petit à petit diminuer parce que les indices n'alimentent plus. Vous voudriez qu'elle puisse être activée à tout moment, en Oui, fait. une cellule, mais qui traite aussi, et c'est très important, l'information à l'égard des parents et la relation avec eux. Parce que pour eux, le temps, les secondes, depuis il y a un an jusque maintenant, la même seconde qui passe a la même importance sentimentalement en force. Bien. Par contre, pour l'enquête, ce n'est pas le cas. Parce que la gendarmerie ou la police judiciaire, il y a d'autres enquêtes sur le... Ils traitent autre chose. Et ils doivent traiter à la fois l'objectif à très court terme, ça peut être quelqu'un dans un entourage assez proche, comme la relation internationale la plus large. Et aujourd'hui, le monde fait que c'est possible qu'elle ne soit plus du tout en Europe et qu'elle soit dans un réseau. Bien sûr. Donc vous souhaitez en fait la création d'un service Interpol Enfants. Voilà. Nous voulons qu'il y ait à la fois des cellules, en Belgique bien sûr, l'idéal serait qu'il y ait dans tous les pays européens, non pas des cellules qui ne traitent que les questions d'enfants, mais qui fassent comme aux États-Unis. Le National Center for Missing and Exploited Children a organisé une partie financée par des fondations privées, une autre partie avec des délégués du FBI qui traitent tout ce qui est enlèvement d'enfants sur le territoire américain, qui adapte les photos, par exemple, systématiquement, qui rappelle systématiquement chaque indice dans chaque cas qu'ils leur remettent. Eux souhaitent ces liaisons internationales avec des centres de même nature, qui soient à la fois privés et en liaison avec les enquêteurs. Et si nous pouvions obtenir que ces matières-là soient traitées beaucoup plus vite que les matières normales de police. Interpol, en temps normal, il faut plusieurs semaines pour qu'ils produisent quelque chose. Et puis ce n'est pas, on le sait, un service de police, en fait, voilà, ce sont une des fax, des connexions, voilà, c'est ça. Et il y a dans toutes les polices, police judiciaire, gendarmerie, je suis sûre en France, en Allemagne, partout, des hommes et des femmes dont la spécialité profonde peut être exploitée bien plus qu'elle ne l'est pour traiter ces matières. Et nous voudrions donc, dans la proposition de loi, obtenir que ça se crée en Belgique, mais que depuis la Belgique, ou ça peut d'ailleurs être depuis la France, devienne un vrai centre de connexion immédiate et qui maintienne la pression jusqu'à l'aboutissement d'une enquête et qui n'isole pas des enquêteurs enfants, parce que ça ne serait sans doute pas bon, mais qui réussissent à les garder toujours, je dirais, branchés sur les matières au niveau international. Encore un petit mot, madame, simplement, pour savoir si, d'abord, votre proposition de loi, il faut qu'elle passe un jour ou l'autre, bon, elle est déposée, et est-ce que vous avez déjà des échos dans les autres pays européens? Je suppose que vous avez, au niveau de la communauté, en tout cas, consulté d'autres personnes. Donc, non seulement cela, mais aussi au niveau américain, puisque la Convention des droits de l'enfant donne l'obligation aux États de rendre plus performant leur système. Tout le monde a mesuré ce manque. Donc, accueil favorable à cette proposition? Et la Commission de la justice du Sénat doit l'examiner, elle doit donc suivre son cheminement. J'espère qu'en France, avec un réseau de femmes parlementaires actives qui existe dans ce pays, nous pourrons aussi produire ces matières. Non pas qu'il n'y ait que des femmes parlementaires, je crois que les hommes parlementaires s'intéressent aussi beaucoup à aider cela, mais je pense peut-être que nous souhaitons aussi qu'en Allemagne se développe cela et nous avons des contacts dans cette direction. Très bien, je vous remercie en tout cas de ce que vous venez de dire et puis je pense qu'on peut aussi inviter l'opinion publique parce qu'elle a son poids qui existe peut-être à faire savoir à ses députés, hein, puisque nous avons des députés qui nous représentent tous peut-être, si ces questions peuvent arriver un jour en discussion, de dire qu'effectivement c'est quelque chose qui peut paraître souhaitable.